Bonjour mes amis, bienvenue à nos conférences Grisoff, Actualité médicale. Aujourd'hui, d'ailleurs pour votre intérêt, nous en sommes à la 163e aujourd'hui d'organiser avec mon ami Étienne. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Thomas Villeneuve. Je partais pour dire un jeune, mais c'est un jeune moins jeune et vous allez comprendre pourquoi. Docteur Villeneuve est d'abord et avant tout pneumologue au CHU de Toulouse, donc ça lui donne déjà un certain âge. Et en plus de ça, il est étudiant en thèse avec le professeur Laurent Guillemot. Il poursuit ses activités de recherche sur le rôle des éosinophiles dans l'asthme et les maladies inflammatoires respiratoires. Et pour faire un court résumé, l'asthme est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente dans le monde affectant au bas mot autour de 340-350 millions de personnes. L'asthme est associé dans un fort pourcentage, 40 à 75 des cas, avec une polypose naso-sinusienne, qui est une pathologie partageant une inflammation de type 2, donc une T2, caractérisée par une modulation à la hausse de certaines cytokines, IL-4, IL-5 et IL-11, et les éosinophiles. Et cette similarité pathologique a conduit au développement de biothérapies qui ont ciblé l'IL-5. Et il y a certains médicaments, surtout des anticorps monoclonaux, qui ont été publiés et utilisés, qui se sont avérés efficaces dans l'asthme sévère et la polypose naso-salusienne. Par contre, plusieurs patients présentent une réponse dissociée, c'est-à-dire une amélioration de leur condition d'asthme, mais sans effet notable sur la polypose. Et au cours de ces études, M. Villeneuve a des données préliminaires qui montrent la persistance d'éosinophiles dans les polypes malgré un traitement prolongé. Et cette hypothèse qui est avancée, serait l'existence, l'implication de sous-populations d'éosinophiles impliquées dans la non-réponse aux biothérapies. Et donc, l'étude que M. Villeneuve poursuit vise à caractériser ces profils et comprendre les mécanismes de réponse dissociés aux biothérapies. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre de nos conférences La science en train de se faire, et là, je m'adresse aux doctorants et non pas aux médecins pneumologues, il va nous parler du rôle des sous-populations d'éosinophiles dans la non-réponse aux biothérapies anti-interleukine 5 dans l'asthme et la polypose naso-sinusienne. La parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup au Grisoff pour cette invitation pour aborder ce sujet et en particulier à vous, Yves et Étienne, pour développer un petit peu donc ce travail qu'on est en train effectivement d'effectuer et que vous avez très bien résumé dans l'introduction. Donc, effectivement, le but, ça va être de comprendre un petit peu et d'étudier le rôle des sous-populations éosinophiles dans ces deux maladies, l'asthme et la polypose naso-sinusienne. Donc, c'est un projet qui est en cours actuellement à l'INSERM et qui implique également le CHU de Toulouse. Donc, tout d'abord, on va faire un bref rappel un petit peu de ce qu'est un éosinophile. Donc, l'éosinophile, c'est une cellule de la lignée myéloïde qui est produite sous différents facteurs de transcription et activée par différents interleukines. Une des interleukines qui est très importante, c'est cette interleukine 5 qui permet d'activer ces cellules, de majorer leur survie et de faire le recrutement dans les zones de tissu inflammatoire. Donc, ce que l'on sait, c'est que dans le sang, maintenant, le taux moyen d'éosinophile est entre 30 et 150 cellules en conditions physiologiques. La deuxième chose est une hypothèse, un paradigme qui est maintenant avancé, c'est que ces éosinophiles, s'ils sont présents dans le sang de chacun, c'est qu'ils ont un rôle effectivement dans les organes de protection. Alors, qui peut être une protection virale, antibactérienne, antiparasitaire. Et ils ont également, ces éosinophiles, un rôle dans le système immunitaire avec une balance entre les systèmes de mécanismes de fibrose et de réparation tissulaire épithéliale. Ils sont résidents donc dans différents organes et permettent de faire à l'état basal cette balance entre l'épithélium et mécanisme de cicatrisation.
Récemment, sous différents facteurs, une population dite plus inflammatoire a été décrite et celle-ci est entre particulier motivée et augmentée par l'interleukine 5 qui donc permet l'activation, le recrutement de ces éosinophiles inflammatoires. Et ces éosinophiles inflammatoires, c'est ceux-là que l'on rencontre dans différentes conditions, que ce soit les allergies, des réactions antiparasitaires, des problèmes cutanés, etc., en particulier dans les mécanismes liés donc à une inflammation qui est dite de type 2 où on peut retrouver ces inflammations de type 2 et ces éosinophiles. Donc, ces éosinophiles, si on se concentre sur cette inflammation de type 2, on met notre loupe un petit peu sur les maladies atopiques. Et donc, dans ces maladies atopiques, il y a la rhinosinusiite chronique, avec ou sans polypose, et l'asthme. C'est dans cette maladie-là que l'on va s'intéresser à ces sous-populations. Et une chose ce que l'on sait par rapport à cette maladie atopique, c'est qu'elles sont liées et qu'elles partagent des choses communes entre les voies aériennes supérieures, représentées par le nez et les polypes, et l'asthme et les poumons par les bronches également, et donc le parenchyme pulmonaire. Et cette voies aériennes supérieures et inférieures partagent comment dire, des conditions physiopathologiques communes, une épidémiologie aussi commune et donc, comme vous l'avez résumé, des traitements spécifiques. Si on se concentre d'abord sur l'asthme, qu'est-ce que c'est l'asthme? Effectivement, comme vous l'aviez rappelé, c'est une maladie chronique, immunologique, qui touche un nombre important de personnes. Si on se considère en France, on est environ sur 5 à 7 des patients, et donc ce qui nous permet d'avoir un recrutement. Il y a une signature T2, donc de type inflammatoire 2, avec l'implication des éosinophiles et des symptômes qui sont vraiment divers et hétérogènes entre les patients, incluant des sifflements, de la dyspnée et de la toux. Si on se base aussi là sur la polypose nasale et la rhinosinusiite chronique, là encore, on retrouve une inflammation de type 2 prédominante, bien que pas exclusive, avec là, du fait de ces polypes, de l'obstruction nasale qui peut engendrer des problèmes de sommeil, des problèmes aussi d'odorat et avoir des impacts sur la vie sociale et l'olfaction chez ces patients. Donc ces deux maladies sont très souvent associées et si elles sont prévalentes autour de 5% des patients, on retrouve chez les patients qui ont une polypose nasosinusienne environ 70% qui ont de l'asthme. Et chez les patients qui ont euh, de l'asthme, environ 40% ont une polypose nasosinusienne. Donc vraiment, les deux mécanismes et les deux maladies que l'on dissocie de façon clinique pour faciliter la prise en charge ont quand même beaucoup de points communs d'un point de vue épidémiologique. Si on se base et qu'on approche de l'épidémiologie à l'échelle un petit peu plus cellulaire, on voit que, et ce qui est connu depuis maintenant de nombreuses années, c'est que ces éosinophiles sont impliqués dans ces deux maladies, en particulier pour ces mécanismes de dommages tissulaires avec, dans la polypose sinusienne, quand il y a une éosinophilie importante, on sait que les patients ont des symptômes majorés et une maladie qui est moins bien contrôlée. Pareil, par rapport dans l'asthme, les patients qui ont une éosinophilie sanguine ont des symptômes plus importants et font plus d'exacerbations. Donc ça, c'est un fait commun pour ces deux entités. Ensuite, si on se focus encore plus sur le rôle de ces éosinophiles, chez la souris, deux sous-populations ont été décrites. Vous voyez sur le graphe de gauche qu'il existe des caractéristiques structurales sur ces données en cytométrie de flux avec une population qui semble induite, donc dit inflammatoire, éosinophile inflammatoire, augmentée et avec des caractéristiques structurales différentes et un noyau polynucléé plus important. Sur le graphe de droite, on voit que ces éosinophiles inflammatoires, en particulier en rouge, ont une activation et sont plus sensibles au traitement par interleukine 5, donc qui est la cytokine clé et l'essence même des éosinophiles. Donc ça, c'était des données préliminaires décrites par une équipe belge en 2016.
Ils ont été un petit peu plus loin dans cette description de ces sous-populations éosinophiles, avec, dans le parenchyme pulmonaire, cette fois-ci de patients, on retrouvait, donc sur les diapositives de gauche, deux types de ces éosinophiles. Une population donc résidente dans le tissu au niveau du parenchyme, et cette population dite inductible inflammatoire était plutôt à prédominance péribronchique, donc proche des bronches, et ce qui peut être, avec la physiopathologie de l'asthme, expliquer également cette bronchoconstriction. Dans la description de ces premiers éosinophiles inflammatoires, on a mis en évidence des marqueurs. En particulier, c'est celui qui est encadré, la L-sélectine ou CD62 ligand, qui était diminué de façon importante chez les éosinophiles inflammatoires et ce marqueur-là, est un marqueur d'activation et d'activation vers le site inflammatoire des éosinophiles. Donc, deux sous-populations semblent exister. Le rôle de l'interleukine 5 était bien connu chez ces eosinophiles, et donc, dans ces deux pathologies, l'asthme et la polypose nasocinusienne, deux traitements ont été développés depuis quelques années. Donc, ces deux traitements, je fais un bref rappel, le mépolizumab, c'est un anticorps anti-interleukine 5 qui va se fixer sur cette interleukine, permettant qu'elle ne se fixe pas sur son récepteur. Et un deuxième anticorps thérapeutique a été développé, le benralizumab. Donc, celui-ci se fixe sur l'interleukine récepteur et permet, par cytotoxicité, de détruire les éosinophiles. Donc, ces deux médicaments ont été approuvés dans les deux maladies, d'abord dans l'asthme en 2014 et en 2016, et également dans la polypose nasocinusienne en 2021 et en 2022. Qu'est-ce que permettaient ces médicaments? Dans l'asthme, ils permettaient de réduire le nombre d'exacerbations, que ce soit pour le mépolizumab, vous voyez, avec les patients sous traitement par mépolizumab par rapport au placebo, on avait un taux d'exacerbation d'asthme nettement inférieur, et pareil, une réduction d'environ 40% chez les patients sous benralizumab. Donc efficace pour réduire les exacerbations dans l'asthme et également faire une épargne en corticoïdes. Et dans la polypose nasocinusienne, récemment, un peu plus tard, en 2021 et 2022, ces deux médicaments, le mépolizumab et le benralizumab, permettent de réduire les symptômes chez les patients sur les scores d'activité donc de polypose, et également donc de réduire la taille des polypes. Donc, ces deux médicaments sont efficaces. Nous commençons à les prescrire de plus en plus en pratique. Et cependant, malgré l'efficacité de ces médicaments, il existe encore des profils de patients qui ont des réponses soit complètes, soit complètement non répondeuses sur l'asthme et la polypose, soit des réponses dissociées. Et nous, on s'intéresse donc à ces réponses dissociées dans le laboratoire et l'équipe avec le professeur Laurent Guillemin. Donc, qu'est-ce que l'on avait vu chez ces patients avec réponse dissociée? On remarquait, donc, on a une cohorte clinique d'environ une dizaine de patients avec réponse dissociée qui a continué à augmenter. Chez les patients à la mise en place de la biothérapie par mépolizumab ou benralizumab, vous voyez en vert les patients sous biothérapie, on retrouve pour l'asthme, une amélioration de l'ACT score, donc qui est le score de contrôle de l'asthme. Plus il est élevé, au maximum à 25, plus l'asthme est contrôlé. Ensuite, on retrouvait chez ces patients une très nette diminution des taux d'exacerbation, quasiment à zéro, comme vous voyez, et une amélioration de l'obstruction bronchique par le VEMS sur le troisième graphe. Donc, ces patients ont tous les critères à la fois cliniques et fonctionnelle spirométrique d'une amélioration de l'asthme. Cependant, il nécessitait, du fait de symptômes persistants, d'une chirurgie des polypes. Et fait intéressant, on a commencé à analyser ces polypes qu'on retirait avec les traitements donc sous patients sous mépolizumab et benralizumab. Et étonnamment, alors que le but est vraiment de détruire et de diminuer au maximum ces éosinophiles, on voyait que chez environ 30% des patients, il persistait des éosinophiles. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce que ces éosinophiles persistent parce qu'ils sont résistants au traitement, ou est-ce que ces éosinophiles persistent parce que le médicament n'arrive pas à atteindre ces polypes dans le nez?
Donc c'est à partir de là qu'on a mis en place et qui constitue mon travail de thèse, une étude translationnelle qui vise à caractériser ces sous-populations d'éosinophiles chez ces patients avec réponse dissociée. Pour cela, on récupère, et donc je récupère les polypes des patients qui ont un asthme et une polypose, soit une polypose simple, soit un asthme et une polypose sous traitement par biologique. Actuellement, donc, on a environ une trentaine de patients qui ont déjà été inclus. Et le but, c'est donc de faire une analyse globale de ces polypes et de ce tissu pour comprendre pourquoi ces éosinophiles persistent. Trois différentes méthodes par rapport à cela. Une première par histologie, en regardant donc et en comptant le nombre d'éosinophiles qui persistent dans le tissu pour voir s'il existe des différences. Deuxième chose par cytométrie en flux, à la fois dans le sang et dans les polypes pour comparer le profil de ces éosinophiles et s'ils ont des caractéristiques différentes une fois qu'ils résident dans le tissu ou qui sont activés et qui vont dans ces polypes. Et enfin, de comprendre via ce qu'on appelle de l'imagerie multiplexe un petit peu plus ces interactions avec les autres types cellulaires immunitaires qui résident dans le tissu. Donc le but, c'est d'avoir un petit peu voilà, une cartographie, de comprendre la caractéristique de ces éosinophiles dans ce tissu. Chez les patients, si on regarde les données cliniques des patients que l'on a recrutés actuellement, une chose, deux points à signaler, c'est un, le SNOT 22 qui représente donc jusqu'à 120, le score d'obstruction nasale et de répercussion des signes cliniques sur l'encombrement donc lié à la polypose. On voit qu'il est aux alentours donc entre 60 et 70 dans tous les groupes. Et c'est vrai qu'à partir de 40 sur 120, les patients on commence à avoir une gêne importante. Donc, c'est des patients dans tous les groupes qui avaient aux alentours de 60 une gêne qui était quand même significative et c'est la raison pour laquelle ils ont bénéficié d'une chirurgie. Un deuxième point et qui est important à savoir, on l'a discuté tout à l'heure, l'ACT score, il était élevé entre 22 et 24, quels que soient les groupes. Pourquoi il est élevé? Pour dire que ces patients avaient bien l'asthme contrôlé. Donc, ces données cliniques, juste, elles permettent de voir que ce sont des patients avec réponse dissociée et donc une gêne au niveau des polypes et un asthme contrôlé. On a regardé donc par histologie avec en particulier des techniques d'immunofluorescence qui permettent de voir et de situer où sont les éosinophiles. Pour cela, donc, on a utilisé deux différents types de marqueurs, l'IL5 récepteur, qui est donc présent sur les éosinophiles, et l'éosinophile peroxydase, avec un second anticorps anti-espèce, on permettait de voir la localisation. Et si l'on voit les caractéristiques, donc c'était une image représentative pour chaque groupe, on voit que les patients, souvent avec asthme, ont beaucoup plus d'éosinophiles dans le tissu, que les patients avec polypose simple ont quand même moins d'éosinophiles et globalement que les patients sous biologique ont moins d'éosinophiles, effectivement, mais parfois il persiste des éosinophiles, comme vous pouvez le voir donc sur la photo en bas à droite. Donc, si l'on quantifie maintenant avec le nombre de patients que l'on a recrutés, avec ces différentes techniques, soit d'immunofluorescence, soit en paraffine fait de façon euh, un petit peu de routine à l'hôpital, on voit qu'il existe des différences entre les populations. Un premier fait, c'est que les patients avec asthme, quelle que soit la technique utilisée, ont plus d'éosinophiles dans les polypes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est effectivement les patients avec polypose simple ont des éosinophiles. Il existe des variations importantes avec, vous voyez, des points extrêmes. Certains patients encore très éosinophiliques et en moyenne, ils sont moins éosinophiliques. Et les patients sous biothérapie ont quand même, malgré qu'on avait au départ la persistance des éosinophiles, un taux nettement diminué. Et ce taux semble nettement diminuer, en particulier chez les patients sous anticorps par benralizumab d'un point de vue thérapeutique. Donc, la question après, on voyait qu'il persistait quelques éosinophiles chez ces patients, c'était d'aller un petit peu plus loin dans la caractérisation de ces éosinophiles tissulaires. Vis-à-vis de ça, on a mis en place, comme dans le sang, en fait, une analyse par cytométrie de flux du tissu.
Pour cela, donc, le tissu est récupéré au bloc opératoire, puis broyé, digéré de façon mécanique et enzymatique. Et grâce au panel que l'on a développé avec 16 anticorps, on peut caractériser différentes populations granulocytaires, les éosinophiles, les basophiles, les mastocytes et les neutrophiles. Le but, c'était donc de caractériser les éosinophiles. Pour cela, on sélectionnait sur ces données en cytométrie de flux l'ensemble des cellules, que ce soit dans le sang en haut ou dans le tissu de polype en bas. On sélectionnait l'ensemble des cellules, puis les cellules viables immunitaires CD45+, et parmi ces cellules CD45+ immunitaires, on allait un petit peu plus loin en sélectionnant les cellules positives pour le CD11B et négatif pour le CD14, c'est-à-dire des cellules granulocytaires. Et dans ces cellules granulocytaires, on regardait le siglet fluide, qui est le marqueur principal, que ce soit dans le sang ou dans le tissu de ces eosinophiles, pour les différencier des neutrophiles. Et donc, à partir de là, on a étudié ces deux sous-populations avec ce marqueur qui est principalement utilisé, la L-sélectine ou C262L, pour différencier les éosinophiles résidents ou inflammatoires. Vous le voyez sur les données cytométriques, c'est un flux continu entre éosinophiles résidents et inflammatoires. Et pour s'assurer que ces éosinophiles et qu'on a bien, entre guillemets, fait le gate de ces deux sous-populations, on a fait ce qu'on appelle des contrôles, c'est-à-dire FMO, fluorescence minus 1, c'est-à-dire que chez des patients, on mettait l'ensemble du panel avec l'anticorps que l'on utilisait sans mettre cet anticorps CD62L pour voir, entre guillemets, les cellules négatives pour ce marqueur. Et donc, on a pu le vérifier à la fois dans le sang et dans le polype sur plusieurs patients, et c'était assez reproductible. Et donc, ce contrôle nous permet de s'assurer que les cellules qu'on marque positivement, voilà, comme vous le voyez sur ces graphes, sont bien positifs pour ce marqueur et pour différencier ces deux sous-populations. Donc maintenant qu'on a, grâce à ce panel, permis de caractériser ces deux sous-populations, le but était de voir ce que ça donnait avec une autre technique, cette cytométrie de flux, la présence de ces éosinophiles. Donc les éosinophiles, on a regardé dans le sang, vous voyez à gauche, et à droite dans le polype. Une chose, c'est ce que l'on voit, là encore, par cette technique, les patients asthmatiques avec polypose, que ça soit dans le sang, avaient une tendance qui, pour le moment, n'est pas significative, d'avoir plus d'éosinophiles dans le sang, et ça, c'est quelque chose qui est connu. Un point intéressant dans le sang, c'est que la déplétion des éosinophiles, vous le voyez sur le graphe de gauche, elle est quasiment complète dans le sang. Et dans les polypes, sur les deux figures à droite, on voit, donc chez les patients en bleu, qu'il persiste à minima des éosinophiles chez les patients, bien que ceux-ci semblent diminuer par rapport aux patients, par exemple avec asthme ou polypose simple, qui sont représentés en rouge et en orange. Une chose importante, c'est que l'on n'a pas le avant-après, puisqu'il n'est pas possible d'avoir les polypes et de faire des biopsies avant la biothérapie dans notre protocole. Donc, peut-être que les patients qui étaient en bleu où la diminution était présente avaient énormément d'éosinophiles dans le tissu avant, mais ça, on ne peut pas s'en assurer. Une chose est sûre, c'est que dans ces trois groupes, patients avec asthme, polypose ou sous traitement biologique, il persistait des éosinophiles dans le tissu. Et donc, le but, c'était dans ces trois groupes-là de caractériser ces éosinophiles avec plein de différents marqueurs, que ce soit des marqueurs d'activation, des marqueurs de récepteurs aux cytokines, comme par exemple l'IL5 récepteur, l'IL4 récepteur, pour le CD123 qui est l'IL3 récepteur, pour permettre de comprendre quel est le phénotype de ces éosinophiles dans le sang et dans le tissu. Donc ça, c'est une caractérisation qui est
plutôt à visée exploratoire et qui permet, après plusieurs patients, de comprendre un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces éosinophiles dans le tissu par rapport au sang. Donc, on a regardé, grâce à ces données de cytométrie de flux, dans les éosinophiles de façon globale, les différences pour les différents marqueurs, que ce soit le siglec 8, IL5 récepteur. Je vais passer le détail et on va arriver sur la fin. Le CCR3 et le CD101 qui peuvent être des marqueurs d'activation des éosinophiles et des granulocytes. Pareil pour le CD65 et le CD66B. Et pour certains marqueurs de cytokines comme le CD123 et l'IL4 récepteur, par exemple. Et ensuite sur le CD62L qui nous permet de différencier population inflammatoire et résidente. Donc, on a regardé ça dans le sang et dans le polype chez tous les patients. À chaque fois que l'on analysait, on récupérait le sang et le polype et on regardait les différences. Je vais à la diapo résumée puisque c'est ça qui va nous permettre de continuer un petit peu à développer cette étude et de voir les différences qu'il existe. On a remarqué plusieurs choses. Donc, un point qui est intéressant à voir, c'est que dans le sang, par rapport aux polypes, il y a des marqueurs qui sont différents. Une chose est à noter, en particulier chez les patients asthmatiques qui sont représentés en rouge, c'est que dans le tissu, on remarque que l'IL5 récepteur, l'IL4 récepteur et le siglec 8, ces trois marqueurs, sont augmentés chez les patients avec asthme. Donc, ceci peut expliquer que ces patients donc, qui ont beaucoup d'expression de ces marqueurs aux cytokines dans le tissu répondent aux traitements qui sont maintenant mis en place, IL5 récepteurs, donc mépolizumab et benralizumab pour certains patients, et donc que chez 70% des patients, on peut comprendre pourquoi il existe une réponse à ce traitement, puisque c'est bien ciblé par les deux médicaments. Il y a le 4 récepteur aussi qui peut être ciblé par le dupilumab. Il y a le 4, IL-13 récepteur est également augmenté. Un point intéressant également, c'est que une fois que les patients sont sous traitement par mépolizumab ou benralizumab en bleu, représenté en bleu, on remarque deux choses. Donc, dans le sang, si on regarde dans le sang, c'est qu'il y a des marqueurs d'activation qui sont déjà diminués de façon significative, comme le CD66B, le CD65B, et probablement que pour l'instant, il y a d'autres marqueurs aussi qui ont tendance à diminuer, mais qui seront ensuite, avec un nombre de patients plus conséquent, diminués. On a l'impression que dans le sang, l'ensemble des marqueurs d'activation de ces éosinophiles diminue et donc qu'il, entre guillemets, persiste très peu, mais quelques éosinophiles dits à l'état basal et non inflammatoires. Et si on regarde dans le tissu des patients avec éosinophiles euh, traités sous mépolizumab ou benralizumab, un marqueur qui ressort le plus, c'est ce fameux marqueur qui permettait de différencier éosinophiles inflammatoires et résidents, avec une augmentation très importante de ce marqueur de façon globale, qui peut être sous-tendue par le fait que les éosinophiles résidents persistent dans le tissu et finalement que les éosinophiles inflammatoires ont été bien ciblés par les traitements. Donc, on a regardé par la suite un petit peu plus en détail ces différences entre éosinophiles résidents et inflammatoires. Parce que si l'on regarde de façon globale, notre hypothèse de départ, c'est qu'il persistait des éosinophiles inflammatoires dans le polype. Finalement, cette hypothèse semble être, comment dire, prise à défaut, puisque les éosinophiles qui persistent dans le tissu ont l'impression, sous traitement par biologique, semblaient des éosinophiles tissulaire. Donc, on a regardé de façon un peu plus détaillée dans le sang et dans les polypes ces profils d'éosinophiles inflammatoires et résidents. Et si on regarde le pourcentage dans les différents groupes, dans le sang, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve que chez les patients
dans le total des éosinophiles qui persistent, donc qui est très faible chez les patients sous traitement par biologique par rapport aux deux autres populations, on remarque que, un, les patients avec asthme et polypose, c'est eux qui ont le plus d'éosinophiles inflammatoires, donc ce qui semble logique, et que chez les patients sous traitement par biologique, dans le sang, les éosinophiles inflammatoires sont le plus impactés et semblent diminuer. Dans le tissu, on retrouve les mêmes tendances à l'heure actuelle avec les patients que l'on a recrutés, même s'il est important d'augmenter le nombre de patients pour s'assurer de ces conclusions. Et on retrouve que les patients sous traitement par biologique, benralizumab et mepolizumab, ont un nombre d'éosinophiles tissulaires diminué et que cette éosinophilie tissulaire qui est diminuée semble principalement impacter les éosinophiles inflammatoires qui représentent finalement que 10% des éosinophiles qui sont des éosinophiles de façon globale, contre par exemple presque 35 à 40% pour les éosinophiles des patients avec asthme. Donc, ces analyses-là ont fait que on a mis en, pardon, hop, on fait que les éosinophiles qui ont été décrits et ces deux sous-populations résidentes et inflammatoires, on a confirmé certaines choses. Un premier point, c'est effectivement, comme une équipe italienne l'avait précédemment démontré et publié, c'est que chez les patients asthmatiques, dans le sang et également dans les polypes nasales, on retrouve plus d'éosinophiles inflammatoires que chez les patients, par exemple, avec polypose simple. Donc ça, c'est un premier fait. Dans l'asthme, il y a plus de profil, ce profil d'éosinophile inflammatoire. Et deuxième point, que ce profil inflammatoire est encore plus marqué dans les polypes. Donc ça, on a confirmé ces données-là. Et deuxième chose que pour l'instant nos données confirment également, c'est que le traitement par mépolizumab, donc anticorps anti-L5, diminue ces éosinophiles dits inflammatoires. Et donc que effectivement, les éosinophiles qui persistent sont probablement des éosinophiles plus résidents. Un point que l'on met en évidence, c'est que, le benralizumab sur les quelques patients que l'on a une déplétion qui est beaucoup plus importante, et ce qui était bien connu dans le sang et qui était un argument de vente, par exemple, pour l'anticorps thérapeutique, c'est que la déplétion dans le tissu par l'anticorps benralizumab anti-L5 récepteur est plus importante, effectivement. Et dans tous les cas, sur les mesures que l'on fait chez ces eosinophiles, on essaye de décrire un phénotype un peu plus étendu pour voir quels marqueurs persistent, quels marqueurs sont améliorés, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains de ces eosinophiles euh, sont encore présents sous traitement. Donc ça, c'était la première partie par rapport à ça. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, les perspectives et ce qu'on est en train de développer, c'est des technologies qui sont très très récentes et actuellement en cours de développement, qui est de l'imagerie multiplex. Je vais vous présenter ça. Et quelque chose que on essaye de mettre en place, qui pour l'instant n'est pas encore totalement au point, ça serait de réaliser des coupes très fines de tissu, de le mettre en culture et ces coupes très fines de mettre en culture, de tester les anticorps sur ces coupes de tissulaires de polypes pour voir l'effet en temps réel, donc en ajoutant le mépolizumab ou le benralizumab. Donc, qu'est-ce que c'est que le multiplex imaging? Ce multiplex imaging serait dans les polypes, d'avoir un penchant de notre marqueur en cytométrie de flux, de réaliser cela en imagerie, en mettant en évidence donc les cellules tissulaires avec, de la structure via les fibroblastes pour la fibrose, et des marqueurs de cellules immunitaires permettant de différencier les éosinophiles des autres populations granulocytaires des cellules immunes. Et enfin, ce qu'on veut regarder, c'est les marqueurs présents sur les éosinophiles, en particulier l'IL-5 récepteur et ce fameux CD62 ligand pour voir et différencier les éosinophiles résidents et les éosinophiles inflammatoires.
Donc, comment ça marche? C'est adapté d'un travail qui a été publié par une équipe du Centre Infinity sur Toulouse qui s'appelle Mantis. Ils avaient mis ce protocole-là initialement sur la peau de patients. Comment ça marche? Donc, c'est à partir de prélèvements tissulaires, c'est de réaliser des marquages avec différents types d'anticorps euh, spécifiques d'une cible immunitaire. La deuxième partie, c'est que dans cette marquage à 7, 6, 8, nombre d'anticorps, c'est de quantifier l'immunofluorescence de chaque marqueur grâce au microscope et de faire une matrice, c'est-à-dire de voir chaque cellule qui est segmentée et qui est entourée, de voir quel type de marqueur elle, elle, elle a dans sa structure plus élevé ou moins élevé. Et ainsi, si par exemple une cellule a un taux et une intensité de fluorescence très importante de CD45, on peut la considérer comme cellule immune. Si elle a un taux très important, par exemple, de Siglec-8, ça va être considéré ensuite de façon euh, comment dire, matricielle comme un néosinophile. Donc, ceci est réalisé grâce à une matrice de compensation et de la segmentation qui se fait via un logiciel qui permet d'auto-entraîner le système pour, grâce à de l'intelligence artificielle, pour définir au mieux les cellules. Et grâce à ça, sur la coupe de tissu qu'on a, donc c'est ce que vous voyez en bas à droite, on peut avoir une cartographie d'où sont localisées les cellules et leur interaction. Et donc, le but, c'est de définir euh, en conditions pathologiques, donc chez nos patients qui ont des polypes et qui persistent, de voir où sont localisés ces eosinophiles qui persistent et de voir si les autres types cellulaires sont atteints. Donc, ça, c'est le principe. Et à l'heure actuelle, j'en suis à l'étape des monomarquages, c'est-à-dire que dans le tissu, on fait un marquage cellulaire simple, on regarde si l'anticorps marche bien, on valide ça pour le CD45, par exemple l'HLA-DR qui permet de montrer les cellules présentatrices d'antigènes, pour la myéloperoxydase pour essayer de caractériser les neutrophiles, les tryptases pour caractériser les mastocytes, et on répète ça de façon pour tous les marqueurs, et le but c'est ensuite d'associer les marqueurs entre eux et de petit à petit arriver à l'ensemble du panel à 7, 8 anticorps, si cela marche bien, ensuite d'entraîner ce logiciel pour permettre de bien définir chaque type de population cellulaire. Donc c'est quelque chose qui prend du temps par rapport à ça, mais le but est vraiment d'avoir une cartographie et en fait sur une seule coupe, de permettre de distinguer 7, 8 populations cellulaires de façon beaucoup plus spécifique qu'une simple coloration à l'hématoxalin et aux yin, par exemple, et donc de voir les dynamiques de ces différents types de cellules. Donc ça, c'est le premier travail qui va être en cours de développement sur les prélèvements de polypes qui sont stockés en paraffine que l'on a gardé. Et le deuxième point serait pour comprendre un petit peu mieux actuellement comment ces éosinophiles évoluent en temps réel, ça serait d'étudier directement sur du tissu euh, comment ces éosinophiles disparaissent ou évoluent sous traitement par mépolizumab ou benralizumab. Et donc là, c'est le même processus. On récupérait le polype des patients. Chez les patients qui ont donc des obstructions nasales prouvées par le scanner et les scores cliniques, on récupère ce polype et à l'intérieur de ce polype, on fait des coupes très fines de polypes. Vous le voyez comme ça, sous un hydrogel, donc qui est de l'agarose. Et ça, c'est de couper ce tissu-là, donc du tissu qui est vivant, et de le laisser, de faire des coupes assez fines de tissu pour les mettre en culture. Et donc, dans ces conditions expérimentales, si le polype persiste, on pourrait faire à J2, J3, regarder l'évolution sous traitement des anticorps anti-L5R et anti-IL5 pour mieux comprendre un petit peu
pourquoi ces eosinophiles chez certains patients persistent et d'autres non. Donc, voilà un petit peu l'ensemble des travaux que l'on est en train de développer sur les premiers résultats préliminaires. Donc, avec l'ensemble de l'équipe dirigée par Laurent Reber au centre Infinity. Donc, ce travail est actuellement en cours. J'en suis à la moitié un an à peu près et quelques mois pour sous la direction du professeur Laurent Guimineau pour mieux comprendre en fait chez les patients asthmatiques l'impact et l'évolution de ces eosinophiles tissulaires chez les patients avec asthme et polypose. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben, merci beaucoup, Thomas. Ça a été un exposé très riche, très précis. Et personnellement, j'ai appris beaucoup. Puis je note aussi que, parce que pour faire du multiplex, puis pour jouer avec les anticorps monoclonaux, ça prend une unité de recherche qui est saine en pensée et et saine en finance aussi. Et Ouais, donc, tout à je fait. vois que ça se porte bien chez vous et j'en suis très Exactement. ravi. Écoutez, il y a j'ai deux ou trois questions. Je peux peut-être commencer par les poser et puis on verra comment est-ce que la discussion va aller. La première question, ça concerne la sélection de vos patients. Si Ouais. j'ai bien compris, vous travaillez avec des patients que je vais qualifier de asthmatiques assez purs, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont des caractéristiques asthmatiques classiques et non pas qui sont des patients un peu à mi-chemin, euh, de, à cause qu'on va appeler, là, tu sais, je veux dire, à mi-chemin entre l'asthme et, chez vous, Hum, vous appelez ça de la BPCO. Chez nous, on hum, appelle ça de la MPOC. Et donc, ça, c'est ma première question. Si vos patients étaient plus à mi-chemin vers les maladies pulmonaires obstructives chroniques, est-ce que cette approche-là pourrait aussi s'appliquer? Ma deuxième question, c'est parce que je sais que ça se fait pour certains anticorps monoclonaux, mais je ne sais pas si ça se fait pour les deux avec lesquels vous travaillez. Est-ce qu'ils peuvent être nébulisés? Parce qu'ils hum, peuvent être nébulisés, ben, leur action va être beaucoup plus directe. Au hum. lieu d'être en injection, ça va être beaucoup plus direct. Et finalement, ma troisième petite question, et après ça, je vous laisse la parole. Euh, la distinction entre les deux anticorps monoclonaux, c'est qu'il y en a un qui est dirigé contre l'interleukine directement et l'autre est dirigé contre la liaison de l'interleukine sur son récepteur. Est-ce que Hum. c'est bien ça? Oui, C'est tout à pas fait. une compétition sur le récepteur avec IL-5, c'est-à-dire avec l'interleukine. L'anticorps se lie directement, lie le complexe interleukine-récepteur. C'est ça? Ouais, tout à fait. OK, Alors, d'accord. OK. Effectivement, donc je commence par la dernière question. Le mépolizumab, donc l'anticorps anti-L5, se lie sur cette interleukine quand elle circule et donc, en fait, entre guillemets, freine le carburant des éosinophiles. Et donc, ce qui est connu dans le sang des patients asthmatiques, par exemple, c'est qu'il persiste des éosinophiles, mais qui ont été réduits d'un d'un nombre de façon assez importante du fait que cette interleukine qui permettait de faire leur différenciation, leur survie, etc., est bloquée. Donc ça, c'est le premier point et on peut se dire qu'effectivement, mais ça n'avait pas été encore très très bien prouvé, que ça permettait de bloquer principalement ces éosinophiles inflammatoires. Donc et ce qui est en train d'être un petit peu décrit. Deuxième point, c'est effectivement le benrasumab, l'anticorps anti-IL-5 récepteur, se fixe sur l'IL-5 récepteur et va faire donc de la cytoxicité dépendante des anticorps avec une activation des natural killers des cellules NK et par exemple des enzymes qui sont comme la perforine et la granzyme qui va carrément détruire les eosinophiles et c'est pour ça que la déplétion est plus importante. Donc ça, c'est pour les deux mécanismes des anticorps. Au début, on voulait effectivement prendre les mêmes tous les patients qui étaient sous biothérapie. Et c'est vrai que avec au cours de l'étude, même si on n'a encore pas beaucoup de patients, on a l'impression que quand même, d'un point de vue physiopathologique,
que ça soit pour l'un ou l'autre des anticorps, les mécanismes sont quand même un peu différents et qu'il faudra probablement, si on a assez de patients pour les deux groupes, scinder les résultats entre patients qui est sous mépolizumab et d'autres sous benralizumab, ce que j'ai fait sur certaines figures et pas sur toutes, puisque parfois on manquait encore un petit peu de patients. Donc ça, c'était le premier point par rapport aux anticorps. Le deuxième point, effectivement, par rapport aux pathologies bronchiques euh, chez les patients et la sélection des patients. Donc oui, effectivement, chez les patients qu'on a recrutés, on a fait attention sur les critères d'asthme avec effectivement une réversibilité nécessaire, l'obstruction bronchique, parce que c'est vrai que dans la polypose, il y a aussi un mécanisme T2 qui prédomine, et c'est vrai que certains, voilà, des patients avec polypose ont des mécanismes T2 un peu moins prédominants, et pour bien différencier et mettre des différences entre nos deux groupes de patients, c'était vraiment important d'avoir une définition clinique des patients asthmatiques avec une obstruction bronchique caractérisée, un suivi respiratoire connu. Et donc, c'est vrai que là, c'était ça important d'un point de vue translationnel. Je m'attache de bien sélectionner les patients, qu'on ait bien toutes les données cliniques nécessaires, que la maladie soit bien prouvée pour avoir, entre guillemets, des groupes le plus homogènes possible pour décrire les différences. Alors, effectivement, dans la vraie vie, il y a probablement, et des fois on le voit sur certains patients, un petit peu de chevauchement entre des patients qui ont voilà, une éosinophilie qui est présente dans le sang, une qui est présente dans le tissu, et probablement que voilà, c'est bien de décrire les maladies par grande entité pour bien les prendre en charge et mettre en place les médicaments adaptés, mais qu'il y a probablement un continuum un petit peu avec des patients qui ont plus d'inflammation éosinophilique que d'autres. Donc ça, le deuxième point. Le troisième point, par rapport à la BPCO, par exemple, et aux autres maladies bronchiques, effectivement, euh, une des choses qui serait intéressante et qui on est en train de voir un petit peu de ça en place, ça serait si on pourrait récolter des prélèvements de tissus pulmonaires, en particulier de patients qui ont eu des lobectomies, pour faire une étude un petit peu similaire et regarder chez les patients, par exemple BPCO qui ont fumé versus des patients contrôle, si cette BPCO avec cette inflammation éosinophilique est différente. Les patients asthmatiques euh, opérés de lobectomie seront un peu plus rares, mais pas totalement impossibles. Et donc, c'est vrai que pour voir en fait s'il y a des différences entre le poumon et les polypes dans le descriptif de ces éosinophiles, c'est quelque chose qui est en place et qu'on est en train d'effectuer, puisque l'hypothèse initiale qui a été avancée, c'était qu'il y avait un continuum entre donc cette unité des voies aériennes entre les polypes et le poumon, et donc ça serait vraiment intéressant pour voir si, comme dans les polypes, les éosinophiles dans le tissu pulmonaire ont des caractéristiques différentes. On sait déjà que ces éosinophiles sont très peu présents dans le poumon en conditions hors pathologiques, par exemple asthme ou BPCO. Et donc, il existe probablement une infiltration tissulaire qui est moins importante. Pour la partie thérapeutique et votre question sur les anticorps nébulisés, effectivement, euh, on peut se dire que théoriquement, on arrive à mieux pénétrer au site local de ces traitements, comme par exemple des corticoïdes inhalés, qu'on mettrait en place ces anticorps thérapeutiques de façon inhalée. C'est très difficile à réaliser, voire impossible. La seule chose par rapport à ça, c'est qu'en fait, pour contourner un petit peu ces difficultés d'adressage et surtout le rythme des patients qui est quand même des injections de façon répétée. En fait, il y a des anticorps de longue durée d'action qui sont en cours et qui vont être approuvés, avec entre guillemets l'anticorps anti-IL-5, le mépolizumab, qui au lieu d'être des injections répétées, est un anticorps à longue durée d'action qui va pouvoir durer 6 mois. Donc ça, c'est vrai que certains patients pourront bénéficier de ce traitement avec voilà, des injections tous les 6 mois. Et pour les patients qui ne répondent pas, on a des alternatives thérapeutiques. Je vais parler un petit peu dans la présentation des anticorps IL-4, IL-13, le dupilumab,
Il y a un autre anticorps qui est anti-alarmine sur l'épithélium, le TSLP, le tezepelumab, qui est également été approuvé dans l'asthme. Donc, il y a probablement d'autres mécanismes qui sont potentiellement ciblables et qui est la question qui se posera maintenant qu'on est riche en traitements thérapeutiques immunologiques, ça sera pour comment choisir tel ou tel médicament et pourquoi ben, on ne mettrait pas plutôt voilà, du mépolizumab que du pilumab. Ça, c'est toute la question et tout un pan de recherche qui essayait de trouver des biomarqueurs. Et c'est vrai que on peut se dire, même si on ne peut pas le prouver dans notre étude, que les patients qui ont initialement, que ce soit dans le sang ou dans le tissu, des éosinophiles inflammatoires de façon très très importante, si les traitements par ciblant ces éosinophiles sont efficaces dessus, on pourrait se dire que voilà, ça peut être un marqueur qui peut dire il y a une infiltration éosinophilique élevée plutôt de type inflammatoire, et on irait un petit peu plus loin dans le seul phénotype des éosinophiles en disant, ben, s'il y a beaucoup d'éosinophiles inflammatoires, peut-être que ces traitements, mépolizumab et benralizumab, sont efficaces. Donc ça, Me- c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'envisager pour la suite. Hmm. Merci beaucoup. Simon, tu as une question, la parole est à toi. Ouvre ton micro, Simon. Merci, merci Yves. Je voudrais remercier euh, l'intervenant pour une très très belle revue de cette recherche très pointue qui m'a beaucoup séduit d'ailleurs. Moi, je suis pédiatre et je m'intéresse également de l'asthme de l'enfant. Je sais que l'asthme de l'adulte avec polypose nasale n'existe pas chez l'enfant et que est-ce que nous sommes dans la même entité nosologique? Et j'ai envie de savoir, est-ce que si on devait faire la même chose chez l'enfant, est-ce que vous aurez eu le même background, ou même les mêmes hypothèses de travail? Et moi qui travaille en Afrique où on n'a pas trop facilement accès aux anticorps monoclonaux, nous avons des choses comme les corticoïdes et les antileucotriennes chez Hmm. les enfants. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que quelque chose autour des mastocytes pourrait être également envisagé avec ce genre de modèle-là, qui me paraît très, très, très séduisant? Ouais. Alors, pour répondre, merci par rapport à cette question, c'est effectivement très, très intéressant. Alors, j'ai pas présenté toutes les données, mais c'est vrai dans la caractérisation. Donc là, je pars d'abord des patients adultes chez les mastocytes. Donc que ça soit certains papiers très très récents dans la littérature ou notre étude montrent que probablement chez les patients asthmatiques sévères, ils ont ces mastocytes, ils expriment l'IL-5 récepteur et C'est quoi? chez les précurseurs Je viens sanguins te et dans chercher à le la maison. et dans le tissu, Hein? euh, ces mastocytes, donc, s'ils expriment ce tissu, pourraient être une partie, en partie diminuée via les traitements et donc euh, être également, en fait, dans l'ensemble de l'environnement immunitaire, également impacté donc, par ces traitements-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouvellement décrit. Vis-à-vis de ça, on sait que ces traitements et une des cellules centrales euh, par rapport à ces biothérapies, de façon indirecte, ce sont les lymphocytes qui sont un petit peu les organisateurs au niveau du système immunitaire. Et c'est vrai que les corticoïdes qu'on a l'habitude d'utiliser ont des effets un petit peu pléiotropes et sur plusieurs types cellulaires, en particulier ces lymphocytes, ces mastocytes, ces éosinophiles. Et ce que l'on voit, parce que j'ai pu avoir quelques patients, des fois les patients ont des grosses doses de, de corticoïdes avant chirurgie pour essayer de diminuer ben, les polypes qui sont trop gros et l'aspect inflammatoire et diminuer parfois ce que disent les chirurgiens, les saignements, etc. On voit que ben, ces corticoïdes quand les patients ont des fortes doses de façon importante, et ce le profil des éosinophiles qui change.
donc de façon moins ciblée que ces biothérapies. Mais par exemple, on a moins de les eosinophiles qui sont dits inflammatoires diminuent également. Donc, voilà, ces corticoïdes ont vraiment des actions diffuses, etc. Et là, c'est vrai que on va dans quelque chose qui est de très science fondamentale pour décrire dans une population plusieurs marqueurs, etc. Mais c'est vrai que ça permettrait de trouver d'autres cibles thérapeutiques, peut-être, pour mieux comprendre en tout cas de façon fondamentale sa cellule. Et un point qui est un particulier important chez, comme vous le soulignez, chez l'enfant, c'est vrai que la physiopathologie, il y a des points qui sont clairement différents. Un point qui est commun, c'est que c'est une maladie qui est immunitaire. Et effectivement, le phénotype dit allergique, T2, éosinophilique, clinique, euh, diffèrent. La question, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout pourquoi et comment se développent les polypes chez certains patients, d'autres non, dans l'âge pourquoi ça évolue au cours de temps, etc. Ça, c'est encore des questions qui sont très étudiées. Il y a les centres germinatifs où il y a toutes les cellules lymphocytaires, etc., qui peuvent être responsables. Il y a des équipes qui étudient dans ce domaine-là. Euh, une des choses qui est sûre, c'est que c'est une interaction via voilà, des facteurs environnementaux, des expositions, le système immunitaire qui était présent avec des, entre guillemets, des données génétiques associées. Et c'est, voilà, là, on regarde qu'une petite infime patient, comprendre exactement euh, comment les cellules évoluent et pourquoi certains patients développent des polypes. On aura probablement des réponses dans quelques années avec d'autres techniques qui peuvent arriver, mais c'est euh, très complexe et je pense que voilà, il y a vraiment des différences chez les enfants. Chez les profils dessus, puisqu'on ne sait pas pourquoi l'asthme, c'est vrai, c'est une maladie qui est très hétérogène et surtout qui est fluctuante dans le temps. Des patients, pourquoi Mhm. des patients font des Tout à crises et fait. d'autres non, etc. Et c'est ça toute la difficulté aussi d'étudier l'asthme, puisque ça varie au cours des saisons, au cours de différentes expositions. Donc il faut faire très attention. Voilà, j'ai présenté des données dessus, mais c'est qu'à un instant T, chez que certains types de patients, il faut faire attention de ne pas tout généraliser, même si certains mécanismes sont communs. Hmm. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Villeneuve. Le temps file, Étienne, tu as une question et peut-être qu'après ça, tu Oui, pourrais conclure, ça s'il te va aller plaît. assez vite parce que Thomas, vous venez d'y répondre en grande partie à ma question. J'allais vous dire, mais les profils, les polypes, ça change, ça évolue, Mm, ça grossit, ça se persiste, etc. Et avec, vous venez de dire en plus qu'ils ont des profils qui changent. Bon. mm. Euh, alors que j'avais l'impression dans ce que vous avez présenté, mais c'est probablement une vue tronquée, c'est que bah, les polypes, c'était des polypes avec des populations cellulaires, des marqueurs, etc. Ouais. Et donc, comment est-ce que est-ce que à l'avenir, vous pensez pouvoir faire des sous-populations en fonction de ça, en fonction de l'évolution, etc. Une chose qui ressort, et pour l'instant, j'ai pas dissocié cela, mais qui, à la fois d'un point de vue, comment dire, macroscopique et microscopique, change énormément, c'est les patients qui ont déjà eu une première chirurgie. Parfois, les patients récidivent au bout de quelques années, etc. Le tissu, un, est beaucoup plus fibreux. Deux, sur le nombre total de cellules immunitaires, il est vraiment différent. Et c'est vrai qu'il faudra faire attention pour avoir des conclusions un petit peu globales, probablement différencier les patients qui ont déjà eu une chirurgie ou une autre. Et je ne sais pas si en enlevant voilà, toutes les cellules, ce qu'ils appellent les évidements ethmoïdo-nasales, et en enlevant là, des tissus, des structures épithéliales, le polype est plus différent et récidive de façon différente. Est-ce que c'est dans ces structures épithéliales que réside la formation? Probablement en partie. Et c'est vrai que voilà, il y a vraiment des différences et pour différents types de polypes, entre par exemple ceux qui ont déjà eu une chirurgie ou pas. Ça, clairement, c'est quelque chose qui est
évident. Et entre patients, probablement que aussi, par exemple, je pense le tabac ou d'autres facteurs comme ça doivent influer, puisqu'ils sont au contact en permanence des fumées, etc., doivent vraiment changer le profil immunitaire des patients. Mm. Mhm. Donc, beaucoup de choses à intégrer, mais probablement effectivement des choses un peu basiques. On pourrait dire le tabac et une précédente chirurgie pourraient être déjà différents. Mm. D'accord. Merci. Yves. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. Moi, j'ai épuisé mes questions. Encore mille merci pour cette très, très belle Ben, conférence que j'ai beaucoup appréciée merci beaucoup. et qui m'a charmé parce que, bon, j'ai été en santé respiratoire en recherche pendant 33 ans, 34 ans. Et maintenant, le laboratoire est fermé, mais c'est toujours avec un grand plaisir que j'aime écouter ça. Donc, je vais passer la parole à mon ami Étienne, qui va vous annoncer, faire quelques petites annonces et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Oui, là, je peux faire deux annonces. La première, c'est la prochaine conférence qui est jeudi prochain, donc jeudi 10 avril. Céline Schopfer de l'Université de Genève qui va nous traiter un sujet totalement différent puisque elle essaiera de répondre à la question, savons-nous vraiment ce qu'est l'esprit critique? Et vous savez quelle est l'importance de cette question de nos jours, à l'heure des vérités alternatives, etc. Céline Schopfer a été formée au départ en psychomotricité et actuellement elle fait une thèse en philosophie, elle a obtenu un master et est désormais doctorante à l'Université de Genève. Elle fait une thèse en philosophie sur la notion d'esprit critique ainsi que sur les différentes manières dont ce concept est compris et utilisé. Donc, on vous invite vraiment à participer à cette thèse. L'autre point, c'est la semaine prochaine également. Je prends mon agenda. Ah ben, c'est le même jour que Céline Schopfer, malheureusement. Il y a une visio de la FEFOG avec qui nous sommes en partenariat. La FEFOG, c'est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Et la visioconférence portera sur, Yves, aide-moi, je ne sais plus le sujet. Un petit peu, il faut que je retrouve le courriel Oh, de M. Béchir. attends, je vais le retrouver. Il est pas loin. Ah, je ne l'ai pas le titre. Je suis Euh, désolé. Attends, je vais le retrouver tout de suite. Ah ben écoute, je ne retrouve plus le sujet. Je suis désolé. Enfin, il y a une conférence de la FEFOG le même jour, une heure plus tôt, la vidéo de Céline Schopfer. Voilà. Ben, S'il sur vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on vous sera reconnaissant de partager la communication d'aujourd'hui. Oui, Oui, pour tous ceux qui sont là, sachez que tout est enregistré et tout va être déposé sur notre chaîne YouTube, je vous dirais, en début d'après-midi. Merci. oui. Et à ce propos, merci de poser cette question. C'est sur la chaîne YouTube, mais je dois dire qu'actuellement, enfin, c'est moi qui gère la chaîne YouTube, j'ai quelques petites difficultés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs icônes, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc, si vous n'arrivez pas directement sur la vidéo, envoyez-moi un mail, je vous donnerai le lien direct de cette vidéo. Puis je pourrai le mettre d'ailleurs dans la prochaine annonce.